Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast dans lequel on va retrouver une vieille connaissance. Une très grande partie du budget de course à pied passe dans les chaussures. Vous imaginez bien que pour les marques, les enjeux sont colossaux. Les chaussures de course à pied n'ont cessé d'évoluer depuis leur apparition il y a plusieurs milliers d'années. Pour le meilleur et parfois pour le pire. Peut-être que certains d'entre vous ont lu le livre Born to Run de Christopher McDougall. Dans ce livre, que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore lu, l'auteur, qui est également journaliste, parle notamment de ses blessures à répétition et de sa rencontre avec une tribu qui était capable de courir vite, des dizaines de kilomètres par jour, sans se blesser et sans lame de carbone. Sans vouloir rentrer dans la bataille minimaliste contre maximaliste, j'ai voulu savoir ce que disait la science sur les prétendues évolutions des nouvelles chaussures de course. Et quand j'ai une question sur les chaussures de course à pied, qui est-ce que je contacte ? Blaise Dubois, évidemment. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé, pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Mon cher Blaise, bonjour, comment vas-tu ? Très bien. Merci Hugo de me recevoir, ça va bien. C'est vraiment un honneur à nouveau de pouvoir te recevoir. Ça me fait toujours très plaisir d'entendre ce petit accent avec le sirop d'érable qui vient du Canada. Quelle météo il fait chez toi ? Alors là, c'est la canicule depuis quelques jours. Il fait très très chaud. Ouais. Ok. Mais j'apprécie. On se plaint surtout pas. C'est plaisant au Québec d'avoir chaud un peu. Oui. Alors, vous nous avez piqué notre chaud parce que depuis le début de l'année, on a ce qu'on appelle une goutte au-dessus de notre région. Et puis, je me rappelle pas avoir eu un début d'année ou 6 premiers mois autant pluvieux depuis que je suis en Suisse. Et ça fait 34 ans quand même. Donc, c'est assez dépité. Bon. Enfin, voilà. Il faut bien qu'il y ait des gens qui profitent pour nous. Donc, j'ai l'habitude de demander aux invités que je reçois et que j'interviewe de faire un CV. Si je devais te le demander, je pense que ça prendrait des années. Si tu le permets, je vais ressortir, en tout cas, je vais essayer de faire ressortir les éléments les plus saillants de ton profil qui est long comme plusieurs bras. Donc, tu es physiothérapeute depuis plus de 20 ans, fondateur de la clinique du coureur. Je dirais, s'il y a quelque chose qui te démarque, j'ai un peu l'impression que tu es la personne qui va mettre en avant les preuves scientifiques plutôt que les arguments marketing. J'ai l'impression que c'est même un combat que tu t'es... c'est un combat dont tu t'es fait l'un des plus fervents boxeurs pour casser les fausses croyances. Tu as coécrit justement ce livre, La clinique du coureur. Il y a une nouvelle édition qui est sortie il y a quelques années. Tu es constamment en train de parcourir le monde pour essayer de changer les mentalités et j'imagine que ça ne te vaut pas que des amis. Non, effectivement. En fait, le fait de faire des recommandations qui sont basées sur la science clash tellement avec le marketing. Et notre monde est tellement dicté par le marketing, je pense entre autres à la vente des chaussures, que effectivement il y a beaucoup de gens qui apprécient pas ce que je dis, en fin de compte, la manière dont je le dis et la rugosité avec laquelle je l'amène. Quand je parle de chaussures, en fait, il faut réaliser que on se fait bien entuber par les compagnies, les marques qui, en fin de compte, nous vendent des produits valorisés à haut prix, mais qui n'ont aucune valeur sur la prévention des blessures ni sur plein d'autres choses. Et puis, on laisse croire aux consommateurs un maximum de choses qui n'existent pas. Donc, c'est certain que l'objectif de la clinique du coureur, en fin de compte, c'est de mettre les pendules à l'heure, c'est d'exposer ce qui est rigoureux scientifiquement et avec ça, il y a certains détaillants, il y a certains vendeurs de chaussures, il y a certains équipementiers qui nous écoutent et qui tentent de changer les pratiques aberrantes qui sont beaucoup trop disséminées dans le monde de la course à pied actuellement. Et depuis le temps que tu mènes ce combat, ça devient pas fatigant à la longue de te rendre compte que justement, t'as beau prêcher ce message-là,
on n'a pas l'impression qu'il y a une inflexion justement dans ce marketing, dans ce rouleau compresseur de marketing? En fait, j'irais même plus loin que ça. On arrive à changer absolument, mais rien du tout. En fait, c'est qu'on éduque des gens qui, en étant éduqués, font des choix qui sont plus judicieux pour eux, mais d'un point de vue populationnel, c'est-à-dire sur une grande envergure de coureurs, on n'a à peu près aucune influence. Et ça, même si des dizaines de milliers de professionnels de la santé ont été formés, même si on a des boutiques de course à pied qui sont accréditées par la clinique du coureur et qui tentent d'avoir des meilleures pratiques et qui tentent d'essayer de faire des meilleures choses, ça ne change à peu près rien à la pratique du marketing de la chaussure. Et on vend de plus en plus de technologies, de chaussures avec des technologies intégrées qui ne servent absolument à rien, mais qui sont vendues et promues comme étant préventives sur les blessures, améliorant les performances, augmentant le confort, etc., etc. Mm-hmm. Mais oui, effectivement, ça avance vraiment à pas de tortue et le marketing puissant des marques est beaucoup plus important que tout ce qu'on peut faire pour éduquer les gens et pour changer les pratiques, bien évidemment. Si on regarde la typologie des blessures ou peut-être une évolution des blessures liées à la course à pied sur les 10-20 dernières années, est-ce que tu dirais qu'elles auraient tendance à avoir augmenté ou à avoir diminué avec l'évolution justement des modèles de chaussures? Alors, tout est une question de mode. Si on prend un horizon de 20 ans, il y a 20 ans, les chaussures avaient des drops de 16 mm, on ne sait pas pourquoi. Des drops, c'est le différentiel entre l'arrière et l'avant-pied, donc une élévation de talon de 16 mm moyen. Il y avait des chaussures qui avaient 20-24. Aujourd'hui, la moyenne est plutôt autour de 10. Et ça, c'est un peu la mode du minimalisme avec le tiré vers le bas qui a amené ces drops moins importants, plus fréquents. Quand on regarde l'épaisseur des chaussures, elle n'a fait que augmenter et grossir à travers les 20 dernières années avec il y a 5 à 10 ans, une zone de mode vers le minimalisme qui a fait des chaussures très fines et très peu absorbantes. Mais maintenant, ces chaussures-là ont disparu du marché ou presque et il y a un retour avec le plus en plus d'amorti. Donc, on est au plus gros qu'on n'a jamais été sur l'épaisseur et sur l'amorti. On a eu la mode des antipronateurs, contrôler le mouvement de pronation du pied, très fort il y a 20 ans. Et puis, tranquillement, ça tend à disparaître. Et encore aujourd'hui, en fin de compte, il y a de moins en moins de chaussures avec ce qu'on appelle antipronateurs, c'est-à-dire des densités plus importantes à l'interne. Bon, il y a plein de technologies quand même pour contrôler le pied puis tenir le pied avec des supports d'arche, mais il y a moins de technologies intégrées à la chaussure qu'on avait il y a 20 ans. La flexibilité, ça c'est intéressant parce que la flexibilité, elle était rigide parce que là, on y mettait de l'amorti, plein de trucs et les technologies de mousse étaient quand même plus rigides. Donc les chaussures étaient rigides quand même de façon importante. Et là, elle s'est tranquillement assouplie avec la mode du minimalisme. Donc, on avait des chaussures un petit peu plus souples. On a eu la Nike Free. Et dernièrement, il y a eu la mode de la plaque de carbone. Et là, toutes les chaussures sont rigidifiées. Et même les chaussures d'entraînement maintenant, même sans plaque de carbone, sont ultra rigides à la flexion longitudinale. Donc, on est vraiment dans un continuum de mode où chacune des technologies a ses tendances avec tout ça, bien évidemment, jamais aucune science qui justifie qu'on aille dans un sens ou dans un autre. Effectivement. Et si on décompose peut-être la foulée de quelqu'un qui a l'habitude de courir, si on essaie de remettre de la science et qu'on enlève toute la partie marketing, toute la partie cosmétique, la chaussure de course à pied, c'est censé être quoi sa fonction première? Alors, la chaussure n'a que deux rôles prioritaire, c'est protéger le pied des surfaces dangereuses, abrasives et le froid et le chaud, donc le bitume noir, la glace et ainsi de suite. Fondamentalement, en fin de compte, l'intérêt de la chaussure n'est à peu près que sur ces paramètres-là. Et même ça, on peut le remettre en question parce qu'il y en a qui vont courir pieds nus sur la neige et ainsi de suite. Mais dans notre évolution, il y a 10, 20, 30, 40 000 ans à peu près, quand on a commencé à intégrer des chaussures, on l'a fait pour se protéger du froid, des surfaces dangereuses, de la chaleur et ainsi de suite. Aujourd'hui, pour ces qualités-là, on pourrait avoir une chaussure qui serait ultra simple et très près du sol,
mais la mode nous a amené vers avoir plus d'amortis, vers des mécanismes de protection, et le pied a arrêté de se mobiliser, de bouger dans l'ensemble de l'amplitude permise par la nature. C'est-à-dire quand on est pieds nus, on va avoir une extension du gros orteil qui va être parfois maximale, donc qui peut aller chercher du 90 degrés. Et puis, quand on court, on va aller chercher du travail de toutes sortes. Dans une chaussure, le pied bouge beaucoup moins, va aller chercher moins d'extension d'orteil, va aller chercher moins de plein de mouvements qui sont des mouvements d'adaptation au sol. Donc, la chaussure a eu tendance à protéger le pied dans ses mouvements, donc à restreindre les amplitudes et le mouvement que le pied fait. Et en mettant en plus une protection entre le pied et le sol, elle a altéré, en fin de compte, nos mécanismes de perception et de sensation au sol, qui fait en sorte qu'on va courir plus léger s'il y a des petits cailloux, qu'on va s'adapter davantage au sol si on sent comment le sol est. Et l'ensemble des technologies intégrées à la chaussure, plus ça amène de l'épaisseur entre le pied et le sol, plus cette interférence est grande, moins on sent et moins on est capable de s'auto-protéger et de courir avec une biomécanique qu'on appelle protectrice, c'est-à-dire une cadence plutôt élevée, moins d'attaque talon et ainsi de suite. Donc on se rend compte qu'en fait, les chaussures qu'on porte aujourd'hui, elles sont absolument, enfin, il n'y a plus aucune corrélation entre le besoin primaire, justement, de protection, comme tu le disais, justement, et encore l'autre besoin, peut-être, de renforcer notre corps. Bien au contraire, les chaussures, aujourd'hui, elles sont plutôt en train de nous rendre captifs, de nous affaiblir et de nous amener vers la blessure. Alors, c'est clair, et il n'y a pas de doute sur le fait que la chaussure va avoir une influence sur la fragilité du pied en tant que tel. C'est-à-dire qu'on sait que ceux qui portent des chaussures plus minimalistes vont avoir une réaugmentation du volume musculaire des muscles du pied, des muscles intrinsèques. On a une revue systématique, 10 papiers scientifiques sur le sujet, c'est assez clair et précis. On sait que le port chronique de chaussures plus rigides, plus absorbantes, plus maximalistes va fragiliser le pied et réduire sa tolérance au stress. Donc, le jour où vous partez à la mer et que vous êtes en petits tongs, en petites sandales, ou que vous êtes plus pieds nus, vous exposez votre pied à des stress auxquels il est totalement pas adapté. Vous êtes plus à risque de revenir avec une fasciite plantaire de vos vacances. Donc, ça c'est une certitude. La chaussure a tendance à fragiliser de façon générale, à rendre moins tolérant le pied dans son ensemble et va avoir tendance aussi à réduire la force et le volume musculaire des muscles intrinsèques du pied. Ça, c'est assez clair. Après, le fait on a mis de l'amorti puis plein de technologies de toutes sortes dans un rôle de prévention des blessures, ça ne marche pas, même si on avait été de bonne foi initialement. Là, maintenant, on sait avec des études que même si on met plus d'amorti, on ne prévient pas les blessures. Même si on met des drops plus importants, on ne prévient pas les blessures. Même si on met des antipronateurs, on ne prévient pas les blessures non plus. Donc, l'ensemble des technologies qu'on épaissi la chaussure, qu'on altéré la technique de course, parce que c'est une chose qui est certaine, c'est que la chaussure moderne a tendance à changer la technique avec laquelle on court normalement quand on est pieds nus ou en chaussures très minimalistes. Elle va ralentir la cadence, augmenter les attaques talons, augmenter le niveau de stress sur le genou, augmenter le niveau de stress aussi à la hanche et au dos. Bref, ce sont des conséquences du changement biomécanique induit par les chaussures modernes qui sont aussi très claires d'un point de vue scientifique. Et quand tu dis chaussures modernes, est-ce que tu fais une distinction entre les chaussures de sport et celles qu'on pourrait porter quand on va travailler ou pas forcément? En fait, ça dépend toujours, encore une fois, de la mode de la chaussure de la vie de tous les jours. Parce que les chaussures de jogging actuellement, ils se ressemblent tous. Il faut faire vraiment des efforts pour aller vers des chaussures un peu plus minimalistes, mais sinon, ils ont tous des indices entre 10 et 40%, on va dire, 0 et 40%, 10 et 20, c'est la norme de l'industrie. Ils vont tous avoir des épaisseurs qui sont minimalement de 25 jusqu'à 40 mm. Ils vont tous avoir un drop de 10 mm en moyenne, plus ou moins 4. Toutes les chaussures se ressemblent un peu de course. Dans la région, on a toutes sortes de chaussures avec beaucoup plus de variabilité. Mais bien évidemment, la majorité des gens ont des chaussures de ville et de travail, même en cuir, qui ressemblent à des chaussures de course, c'est-à-dire drop plus élevé, certaines rigidités, confinement du pied qui fait en sorte que le pied n'a pas tout son positionnement d'orteil, donc il a de la peine à prendre son expansion, etc., etc.
Ok. Et toi, du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement d'après toi? Parce que j'ai l'impression que, à quelque part, peut-être que l'idée de départ, comme tu disais, c'était peut-être de protéger le pied, de limiter les sollicitations, mais on voit quand même qu'on est extrêmement déconnecté par rapport à ce point-là. Et du coup, d'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour revenir en arrière, ou en tout cas pour revenir à un statu quo qui soit plus acceptable? Ben, c'est super compliqué parce que les marques, en fin de compte, ont un désir, et c'est normal, hein, faire du profit. Pour faire du profit, il faut vendre. Il faut que ton chiffre d'affaires soit élevé, il faut que tu aies des produits valorisés sur lesquels tu as des marges intéressantes. Et les compagnies se différencient de la compétition en regard de l'innovation technologique qu'ils intègrent dans leurs chaussures. Donc, au moment où un Nike, par exemple, trouve la plaque de carbone qui existait déjà, mais qui met toute une belle histoire autour de la plaque de carbone, puis qui en plus l'enrobe d'une petite étude scientifique et d'une chaussure qui look et qu'ils arrivent à enrôler les meilleurs au monde pour qu'ils les portent pour montrer que la plaque fonctionne, ben, au moment où tu as une innovation comme cette fameuse plaque ou comme les foams qu'ils ont fait pour les foams Peba, les nouveaux foams avec plus de volume pour moins de poids, eh bien, tu as quelque chose, en fin de compte, qui te différencie de la compétition. Donc, le jeu des compagnies, en fin de compte, c'est d'innover sur des technologies, sur des techniques, sur des trucs, laisser croire aux consommateurs, parce que le temps que tu fasses des études, c'est beaucoup trop long. Hein. Tout à l'heure, le temps que tu saches si ça marche pas, etc., c'est beaucoup trop long. Donc, tu innoves, tu as une nouvelle technologie, tu l'intègres dans ta chaussure, elle te permet de la vendre à haut prix parce que tu valorises ton produit qui est la chaussure parce qu'elle a la nouvelle technologie. Et ben, il faut que tu aies un marketing suffisamment, subtil, intelligent pour pouvoir convaincre le consommateur d'acheter ton produit. Donc, dans cette course vers la technologie, ben, le problème qu'il y a, c'est que c'est compliqué de dire, moi, ma chaussure, elle a moins d'amorti, elle a moins de plaques de carbone, elle a moins de X, Y, Z, et donc je vous la vends, vous devez acheter la mienne parce qu'elle a moins de tous les autres trucs. Alors quand tu es dans la mode du minimalisme et qu'il y a un retour aux sources, il y a le livre de Born to Run qui a été publié, etc., ben, ça peut fitter, ça marche pendant quelques années. Mais le lot de l'industrie, c'est de toujours laisser croire à une nouveauté et de vendre cette nouveauté, en fin de compte, pour que les gens achètent et au final consomment le produit qu'à cette innovation particulière et que ce consommateur-là soit prêt à payer le haut prix en plus pour avoir accès à cette nouveauté et à cette nouvelle technologie. Et si donc, oui. C'est difficile de répondre à ta question parce que qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, le système est fait comme ça. Plus on innove, plus on met des bébelles, plus on met des trucs dans la chaussure, ben plus on va pouvoir la vendre cher. Et puis, si en plus on rajoute un truc XY, ben on laisse croire au consommateur que c'est meilleur pour l'amorti, puis on l'appelle Nimbus, puis Cumulus, parce que le coureur va sentir qu'il court comme sur un nuage, et puis bon, etc., etc. C'est le jeu du marketing, c'est ça le problème. Et un des éléments justement dont on parlait qui a mené justement à cette idée de cet épisode de podcast-là, c'est que j'ai vu que dernièrement, donc tu me disais il y a quelques mois, la Clinique du Coureur, elle a fait l'acquisition d'une plateforme permettant d'aider tout un chacun. Donc j'ai l'impression que c'est quand même à destination des coachs et des professionnels du sport et peut-être même de la santé, qui permet justement, malgré le marché de la chaussure et malgré tous les arguments qui peuvent être commerciaux, qui peuvent être foireux, cet algorithme-là, il se veut un moyen objectif d'aider les personnes à sélectionner le meilleur type de chaussure qui est adapté pour eux. Ouais, alors en fait, c'est que cette solution-là, FitMaker, a été développée par Guillaume et ses collègues, qui sont des gens que je connaissais, qui ont fait les formations de la Clinique du Coureur. On a convenu ensemble d'un algorithme décisionnel pour savoir quel type de chaussures on recommandait. Et puis, on a mis la main, en fin de compte, sur l'algorithme, sur la solution FitMaker, mais qu'on n'a pas encore intégré à notre écosystème. Donc, on en a fait l'acquisition
d'acquisition. Présentement, bon, elle roule par elle-même, mais bien évidemment, il va y avoir des changements qui vont être faits parce que, en fait, il y a encore des références à des équipementiers et par rapport au choix de chaussures. Ce qu'on veut, c'est être capable d'orienter le coureur, le professionnel de la santé vers un choix de chaussures qui est adéquat en fonction de différents critères. Parce que pour recommander une chaussure, ça peut être relativement simple. Hein. Je pourrais te donner 2-3 règles et puis ça répond à la majorité des gens. Mais après, ça peut être un petit peu plus complexe parce qu'il y a plein d'autres petits critères qu'on peut tenir en compte pour savoir si on va avoir une chaussure plus ou moins minimaliste, plus ou moins maximaliste. Donc voilà. Donc on a mis la main sur ça. Bon, on est dans des projets d'avoir un écosystème à la clinique du coureur où on va essayer une application, différentes choses. Donc, ce FitMaker se greffer à notre truc, mais on n'a pas encore finalement finalisé le projet actuellement. Donc, présentement, il roule comme il était dans le temps. Mm-hmm. L'idéal avec ce genre de solution-là, en tout cas, l'idéal que vous visez, c'est quoi? C'est de fournir la meilleure solution à tout un chacun en prenant en considération les cartes. Quand je dis les cartes, c'est les caractéristiques. Voilà, ses propres caractéristiques, ou c'est de lui proposer une chaussure qui va tendre à l'amener vers le minimalisme, enfin la chaussure la plus minimaliste qui soit, pour essayer de faire en sorte que sa foulée, elle revienne le plus possible à ce qu'elle devrait être. On est plus dans l'option 1, donc c'est-à-dire que c'est plus en fonction de différents critères de faire une recommandation de chaussure qui est adéquate. Et je te donne 2 exemples. Quelqu'un qui débute la course à pied, ça fait moins de 6 mois qu'il pratique. Il a commencé avec ses chaussures de tennis et puis finalement, il court avec et puis là, il veut s'acheter une chaussure de course. Cette personne-là devrait s'acheter une chaussure minimaliste dès le jour 1. Et il n'y a absolument rien qui nous laisse croire que l'ensemble des technologies a une certaine valeur pour ce débutant qui commence la course à pied. À l'opposé, celui qui court depuis plusieurs années avec des ASICS Nimbus, de la grosse godasse avec beaucoup d'amortis, il est pleinement adapté, il n'a pas de problème, il veut pas améliorer ses performances, il court pour sa santé et son plaisir, il n'a jamais été blessé, ma recommandation, ne change pas tes habitudes. Donc on a 2 cas de figure à l'opposé qui vont avoir des recommandations différentes. Entre ces 2 cas de figure-là, on a 1000 possibles. Et c'est là où l'algorithme devient intéressant. C'est-à-dire qu'en fonction de caractéristiques et de questions particulières qu'on pose au coureur, on arrive à faire une recommandation intéressante pour que ce coureur, en fin de compte, puisse être orienté adéquatement. Oui. D'ailleurs, j'ai fait l'exercice cet après-midi. Donc, on peut effectivement choisir pourquoi est-ce qu'on fait cette course à pied, si on a une compétition sportive qui est prévue à moyen terme, quel type de chaussures on utilise actuellement. Donc, c'est typiquement le genre de questions à laquelle j'ai eu droit quand je suis allé chez un très bon spécialiste de la chaussure qui vit pas loin de chez moi. Du coup, j'ai oublié. J'ai oublié ce que je voulais. J'ai oublié où je voulais en venir. Je vais y arriver. Parce qu'en même temps que tu as dit ça, tu étais un petit peu gêné en disant, bon, est-ce que Blaise le trouverait vraiment bon, ce spécialiste? J'espère que oui, mais mais je pense est-ce qu'il fait... Moi, je pense que tu le trouverais bien, mais c'est quelqu'un qui est très... Parfait. Qui est très... alors, c'est pas qu'il aime pas qu'on vienne toucher son business, mais je couperai d'ailleurs cette partie au montage. Mais c'est quelqu'un qui voit d'un œil ce qui est scientifique. Enfin, il aime bien la science, mais il aime bien que la science ne prenne pas le pas sur tout et puis qu'on devienne extrêmement dogmatique, etc. Ah oui, voilà. Je me rappelle de là où je voulais en venir. L'idée, justement, de pouvoir proposer une chaussure adaptée en fonction des caractéristiques et des envies de chacun, est-ce que elle est également accompagnée éventuellement de recommandations, d'exercices ou de points d'attention à avoir? Parce que typiquement, si moi je veux m'inscrire dans la performance, cet algorithme va me proposer une chaussure qui sera peut-être davantage orientée vers la performance que celle que j'ai maintenant. En revanche, si je change pas ma manière de m'entraîner, alors le volume c'est une chose, mais la partie renforcement c'en est également une autre. Donc à partir de quel moment est-ce que l'algorithme ou alors la personne qui me conseille cet algorithme va me dire attention, la chaussure elle fait pas tout, c'est la chaussure qu'il te faut en fonction de tes objectifs. En revanche, il y a encore ça et ça à prendre en considération.
Alors, autant dans la prévention des blessures que dans la performance, la chaussure ne répond qu'un infime petit pourcentage de ces questions-là. En fait, tu l'as dit, hein, tu veux prévenir les blessures, ben, tu doses ton entraînement, tu quantifies bien ton stress, tu fais un peu de renforcement, etc. Tu veux aller plus vite, tu veux mieux performer, ben, tu t'entraînes mieux, tu augmentes ton volume un peu, tu augmentes ta qualité d'entraînement, tu travailles dans des meilleures zones, tu augmentes ton économie de course avec différentes méthodes. Il reste que la chaussure est aussi un facteur très secondaire. Ça, on s'entend. Après, l'algorithme FitMaker était pour recommander une chaussure. Donc, à partir de différents critères, on recommande une chaussure. De la même manière que moi, cliniquement, je le fais. Moi, cliniquement, je vais donner plein de conseils, mais s'il faut que je recommande une chaussure, j'arrive à recommander une chaussure sans regard aux autres conseils. Donc, ton point est bon. Il faut absolument que, comme clinicien, comme coach, comme professionnel de la santé, on soit capable de donner des conseils. Qui vont au-delà de la chaussure, parce que la chaussure est très secondaire. On peut l'expliquer aux patients que la chaussure est très secondaire aussi. Après, le fait que ça soit un élément secondaire ne justifie pas qu'on donne la même chaussure maximaliste à tout le monde. Il y a des manières, la chaussure maximaliste est quand même la première cause de l'altération de la biomécanique. Et donc, moi, je vais faire des recommandations de chaussures, même si je sais qu'elles correspondent à un petit pourcentage de l'ensemble des conseils que je vais donner. Et au niveau justement de la sélection de la chaussure, alors moi j'entends très souvent parler qu'il faudrait idéalement alterner le type de le type de chaussures qu'on a justement, que ce soit des chaussures pour l'endurance fondamentale ou alors des chaussures pour quand on veut faire des intervalles. Est-ce qu'il y a un fondement scientifique là-dessous ou c'est juste un moyen supplémentaire pour nous vendre de la godasse? C'est un moyen supplémentaire pour vendre la godasse. En fait, il y a pas de science qui justifie que tu sois obligé de changer de profil de chaussures. Si tu fais de la vitesse, il y en a qui ont tendance à avoir des chaussures plus minces, plus légères, parce que c'est avec celles-là aussi que tu vas courir ta vitesse et ta compétition de 5 km, de 10 km. Donc, tu t'y habitues aux vitesses de performance et ça peut être adéquat, mais il n'y a pas plus de raison après ça d'avoir plus d'amorti parce que tu fais une longue sortie, d'avoir des light trainers, des semi-compètes pour tes intervalles longs. Ça, c'est complètement... en fait, ça n'a aucune valeur. Mais c'est ce qui est recommandé partout. Hein? Et effectivement, moi, je pense que c'est un très bon truc marketing pour dire, tu as besoin d'une chaussure pour ta longue sortie, tu as besoin d'une chaussure pour tes intervalles, tu as besoin d'une chaussure pour aller dans la forêt. Moi, j'ai une chaussure, je l'utilise pour tout. Voilà. Bon, au moins, ça a le mérite d'être clair. Je saurais que j'achèterais pas une deuxième paire de chaussures. Quand... Non, mais... Tu vas être obligé de t'en acheter une. La tienne va être défoncée après un nombre de kilomètres X. Il n'y a pas de norme, mais à un moment donné, elle va déchirer, elle va se déformer. L'obsolescence programmée des nouvelles chaussures est assez bien faite quand même hein, pour qu'on soit obligé de les renouveler. Tu vas en racheter une autre. Si tu en avais acheté pour différentes distances, tu en aurais 3. Ils dureraient peut-être tous 3 fois plus longtemps. Si tu en as juste une, elle va te durer peut-être 3 fois moins longtemps parce que tu vas la porter 3 fois plus. Mais il reste quand même que c'est pas nécessaire, par exemple, d'avoir plus d'amorti pour aller faire ta longue sortie. Ça, c'est pas vrai. En fait, ça vient de l'idée qu'on met plus d'amorti parce qu'on fait une longue sortie, parce qu'on veut prévenir les blessures. Mais ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a aussi un élément que tu disais justement avant au niveau de la partie de l'usure des chaussures. Ça c'est effectivement quelque chose qui m'a toujours sidéré. C'est que en fonction du modèle que tu vas acheter, j'ai l'impression que il y a une relation inversement proportionnelle au prix de la chaussure et à sa durée de vie. Et ça, effectivement, cette obsolescence programmée, elle est quand même assez inexplicable. En fait, quand la durée de vie est moins grande, souvent c'est parce qu'on a enlevé du matériel dans la chaussure, du matériel de solidification. Donc c'est souvent dans les chaussures de performance où on la veut la plus légère possible, où on enlève du matériel, on a une empeigne, le covers qui est sur le dessus de la chaussure qui est plutôt fragile et qui va déchirer assez rapidement. On a des foams qui sont très mous. Et qui vont se déformer plus rapidement. Donc, dans les chaussures de performance, effectivement, on a des chaussures souvent qui ne tiennent pas la route très, très longtemps. Après, dans toutes les gammes, tu peux t'acheter des chaussures et maximalistes et minimalistes qui sont beaucoup plus durables.
Moi, j'ai déjà eu des Vivo Barefoot avec lesquels j'avais fait des milliers de kilomètres. Et puis voilà. Au niveau de la... Si je regarde... Pardon. Pour les signes d'usure justement d'une chaussure, c'est quoi un signe ou alors les quelques signes qu'on peut repérer au niveau de notre chaussure déjà pour savoir qu'elle est potentiellement pas adaptée à la manière dont on court, et puis quels sont aussi les autres signes d'usure qui pourraient nous indiquer ah tiens c'est peut-être le bon moment de changer la chaussure indépendamment du fait que le vendeur nous ait dit ouais dans 300 km il faudra la remplacer. Alors, il y a le point clé du remplacement d'une chaussure, c'est quand elle amène un changement de ta biomécanique induite par une chaussure mal usée ou déformée, et que ce vice biomécanique est induit par une chaussure qui devrait être remplacée à ce moment-là. Donc, ça n'a rien à voir avec le nombre de kilomètres, parce que tu peux avoir une chaussure très près du sol, très minimaliste, mais durable parce qu'elle a une semelle externe qui est bien résistante à l'abrasion. Et finalement, tu fais 3000 km avec cette chaussure-là parce qu'elle ne se déformera pas étant très minimaliste. Mmh. Tu peux avoir une chaussure très maximaliste, mais très solide, avec une plaque de caoutchouc externe qui est très épaisse, et donc tu ne viendras pas sur l'EVA ou le PEBA ou les nouveaux foams TPU qui sont le fameux foam, l'amorti, en fin de compte, le matelas de ta chaussure. Donc, tous les possibles sont là. Donc, moi, ce que je dis aux patients souvent, c'est que tu ne calcules pas tes kilomètres. Et quand ta chaussure commence à être déformée et qu'elle t'emporte dans un vice biomécanique auquel tu n'es pas adapté, c'est le temps de la chaussure, de la changer, excusez. Et lapsus ici. Et en fin de compte, les trois usures classiques, c'est j'use ma semelle externe, souvent à l'intérieur et l'arrière de la chaussure parce que j'attaque fortement du talon, je l'use. Et quand je dépose le soulier sur la table, ben on voit que elle est déformée vers l'extérieur et qu'elle s'assoit en fin de compte davantage à l'extérieur. La deuxième, les déformations du foam. Alors, tu as l'usure, après ça, tu as les déformations du foam. La personne met beaucoup de poids sur son premier rayon, son gros orteil, et elle va toute déformer sa chaussure vers l'intérieur. Tu les mets devant toi sur la table et les chaussures ne sont plus bien verticales, mais bien écrasées vers l'intérieur. Et là, ton foam en interne, en fin de compte, est moins épais que celui en externe. Et là, tu as une déformation qui nécessite vraiment de changer. Et le troisième, classique, maintenant avec l'obsolescence programmée, c'est l'usure de l'empeigne. Donc, les tissus qui déchirent de chaque côté, entre autres au niveau des petits orteils et du gros orteil. Et c'est classique de beaucoup de nombre de chaussures qui tiennent pas le coup finalement. Donc, en fait, on est un peu pris, on est sur une autoroute de la surconsommation de la godasse. Alors après, on a bien vu les enjeux pour les marques. Il y a de plus en plus de marques qui se lancent dans ce grand marché-là. Et puis, effectivement, on ne voit pas de ralentissement à ce niveau-là. Ouais, effectivement. Comment est-ce que tu verrais l'évolution de la chaussure, du coup, dans les 10 prochaines années? Est-ce que tu penses qu'on va continuer cette course à l'armement ou qu'à un certain moment, il y a un signe divin ou autre chose qui sera suffisamment fort pour commencer à faire changer les mentalités? J'ai pas trop espoir à ce que ça change tant que ça. Hein. Moi, ce que j'espère, en fin de compte, c'est qu'on sensibilise les gens, qu'il y ait tout d'un coup une armée de gens qui se disent « Non, mais moi, je veux pas trop de technologie, je veux quelque chose de plus simple, quelque chose de plus près du sol. » avec moins d'amorti, parce que j'ai cette conscience, parce que je connais mon corps, parce que j'ai déjà couru avec ça, parce que je me sens bien, parce que 10 000 raisons, et que finalement, on a un retour un peu de mode du minimalisme pour avoir un choix plus intéressant. Parce qu'actuellement, une ville comme Québec, en fin de compte, à Québec, on avait probablement 40 à 50, 60% des gens qui portaient du minimalisme relatif. Mais ces gens-là, dans les 2-3 dernières années, n'ont pas eu le choix que de racheter des chaussures maximalistes parce que les minimalismes ont disparu du marché. Adidas en faisait quelques-unes, New Balance faisait les Minimus Road et Trail, on avait Brooks qui faisait la Pure Line, il y avait 4 chaussures plus minimalistes, il y avait beaucoup d'options et des options très intéressantes où là tu peux essayer, voir lesquelles te conviennent mieux.
Mais bien évidemment, comme tout est une question de mode et de tendance, on s'est même projeté dans le futur en disant la future mode ne sera pas la chaussure minimaliste, on va la discontinuer, on va arrêter de la produire. Et là, tu as des gens qui sont habitués à du minimalisme qui ne peuvent plus en acheter et qui sont obligés de se retourner vers des chaussures plutôt traditionnelles maximalistes. Ça, c'est la réalité en Amérique du Nord et je suis convaincu que c'est exactement la même chose en France. Et en Suisse. Je te confirme, c'est exactement la même chose. Et du coup, ces propos, dans ma tête, ils résonnent parce que je sais que tu as un projet, d'ailleurs, qui s'est concrétisé ou qui est en cours de concrétisation, pardon, pour équiper les jeunes Kenyans, en chaussures pour aller à l'école, pour éviter justement qu'ils aient les pieds qui soient déformés. Donc, comment est-ce que ce genre d'initiative-là, autant louable soit-elle, pourrait s'inscrire dans la durée si, en fait, ces mêmes enfants-là vont être condamnés dans quelques années à porter des chaussures maximalistes. J'imagine bien que que programmer, c'est pas le bon terme, j'imagine bien que sensibiliser et éduquer les enfants dès la petite enfance, justement, à l'importance de porter des chaussures qui sont bonnes pour eux, c'est extrêmement important. Mais à quoi bon si, dans 10 ans, ils ne seront plus en mesure de retrouver ce genre de chaussures-là? Alors, juste pour parler un petit peu de la chaussure pour enfants, la clinique du coureur a aucun biais commercial. Hein. On n'a pas le droit de recevoir d'argent. Je paie les chaussures avec lesquelles je cours. Il y a par contre eu une période avec l'équipe de la clinique du coureur où on s'est dit non mais là on a un sérieux problème. On a tous des enfants. On n'arrive pas à trouver des chaussures pour les chausser adéquatement. Alors on s'est dit on va en faire une. Alors on a fait une chaussure et on a créé une chaussure pour enfants entre 3 et 10 ans grossièrement. Et puis on en a fait produire, on en a vendu, on en vend encore en Europe, en France, on en vend encore au Québec. Et l'année passée on en a apporté 250 au Kenya. Et c'est un peu paradoxal parce que l'idéal pour l'enfant c'est de rester pieds nus le plus longtemps possible. Donc de ne pas avoir de chaussures. Et quand tu vas au Kenya, il y a plein d'enfants qui courent pieds nus partout et c'est génial. Mais c'est génial d'être pieds nus. Le problème, c'est que quand tu vas à l'école, tu es obligé d'avoir des chaussures. Et là, ils portent des chaussures en cuir, rigides, noires, avec des drops, qui vont déformer parfois leurs pieds, qui vont avoir des effets délétères sur leur santé et leur développement qui est réel, même si la majorité du temps, à la maison, ils sont pieds nus. Donc, on s'est dit, on va apporter des chaussures au moins, parce qu'ils rêvent d'avoir des chaussures tout le monde. Donc, aussitôt qu'ils ont l'opportunité d'avoir une chaussure, même si elle est trop petite, même si elle n'est pas adéquate, même si c'est une grosse godasse chez quelqu'un habitué en plus à être pieds nus, ils vont souvent vouloir la porter simplement pour le statut social, pour ce que ça représente. Et on a décidé de faire cette chaussure-là. On en a apporté 250 paires au Kenya. On aimerait ça que ça perdure dans le temps. Et on a fait une collaboration avec Julien Lyon, qui est suisse, qui est un gars de Genève, Lausanne. Et Julien, en fin de compte, a démarré Simba for Kids. Et on a fait une collaboration avec lui pour pouvoir justement distribuer des chaussures dans une région d'Iten au Kenya qui est un peu défavorisée et où plein d'enfants, bien évidemment, ont des petites problématiques des fois de santé de pied et ainsi de suite. Donc, on s'est dit, on va leur apporter nos chaussures, mais en les éduquant et en leur disant que être pieds nus, c'est encore mieux. Et plus on peut être pieds nus, mieux c'est. Voilà. Donc, c'est un peu ça le non-biais commercial de la clinique du coureur, le projet au Kenya et la suite, en fin de compte, ça serait de s'en faire produire une quantité plus importante et de les apporter là-bas. Voilà. Et au niveau de la chaussure pour adultes, alors j'imagine c'est totalement un autre morceau, indépendamment du Kenya ou à l'étranger. Donc je comprends bien que c'est clairement pas là que vous cherchez à vous positionner. Non, puis en plus, chez les adultes, il y a quand même un choix. Celui qui veut avoir des chaussures 100% minimalistes, il a quand même des possibles. Il peut aller chercher du Xero Shoes, du Vivo Barefoot, du Topo. Il y a quand même beaucoup de possibles pour l'adulte, ce qui est beaucoup plus compliqué pour l'enfant. Et l'enfant, c'est important d'éduquer les parents parce que l'enfant, il choisit pas ses chaussures. Il n'en a rien à foutre jusqu'à ce qu'il ait... jusqu'à 10 ans, tu lui donnes une bonne chaussure qui est bonne pour son développement quand on va dans des surfaces plus difficiles, puis on essaie de le laisser pieds nus le plus souvent possible. C'est l'idéal. Effectivement. Si, du coup, il y a quelqu'un qui vient me voir demain et qui me dit « Hugo, je veux changer de paire de chaussures.
quels seraient les 3 conseils ou les 5 conseils ou les 5 astuces que, selon toi, je devrais lui donner pour qu'il sélectionne la meilleure paire de chaussures pour lui? Alors, c'est pas tant des astuces qu'un algorithme. En fait, ma question, c'est est-ce que tu es débutant, oui ou non? Et si jamais tu es débutant, ben commence tout de suite avec des chaussures minimalistes. Est-ce que tu as l'habitude de déjà porter des chaussures minimalistes pour plein d'autres choses? Exemple, je suis un joueur de foot et je joue à l'intérieur une bonne partie de l'hiver, donc je suis avec des chaussures de futsal qui sont très fines, très minces, très minimalistes. Quand je fais mon sport, c'est ça. Dans la vie de tous les jours, j'aime avoir des chaussures qui sont très près du sol et qui sont minimalistes. Et là, je veux m'acheter une paire de chaussures, ben, je vais directement au minimalisme, clairement. Après, on peut poser plein de petites questions sur est-ce que tu as grandi pieds nus en chaussures minimalistes? Oui, ça facilite la transition. Est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu portes des chaussures plutôt de tendance minimaliste? Oui, ben ça va faciliter aussi ma transition. Est-ce que tu as des blessures? Si jamais tu as une blessure au pied, plutôt aiguë depuis pas très longtemps, normalement, on ne prescrit pas des chaussures minimalistes, mais des chaussures maximalistes qui vont protéger le pied sur du court terme pour faire en sorte que le pied récupère. Si jamais j'ai douleur à différentes parties, exemple au genou, à l'hanche, au dos, et de surcroît que ces douleurs-là sont chroniques, persistantes, je vais avoir tendance à aller vers des chaussures minimalistes. Donc, on va prescrire une chaussure en fonction de différentes caractéristiques comme professionnel de la santé. Et pour revenir à ta question de base, c'est quoi les conseils, astuces que je peux donner à la personne? Ben, c'est de dire, 1, tu y vas peut-être en fin de journée quand ton pied a pris un peu d'expansion puis qu'il est un peu gonflé pour être sûr que tu te sens pas trop serré si tu y vas le matin et puis que finalement tu achètes trop petit puis que quand tu les portes, tu as des problèmes. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que l'élément clé, c'est le confort. Il faut que tu sois vraiment bien à l'intérieur de ça, mais pas juste quand tu marches, pas juste quand tu es dedans, mais aussi quand tu jogues. Donc, il faut jogger un peu avec pour savoir. Normalement, les chaussures devraient avoir 1 à 2 cm plus long que le plus long des orteils. Et 80% des gens choisissent des chaussures qui sont trop petites, qui sont trop courtes. Donc, le troisième point, après le confort et l'algorithme pour savoir quoi recommander, comme degré de minimalisme, ben, c'est de s'assurer que les chaussures sont la bonne longueur et la bonne largeur. Ensuite, si jamais tu es blessé, dépendamment où tu es blessé, ça peut guider le degré de minimalisme des chaussures que je vais te recommander ou le profil des chaussures. Quelqu'un qui a des problématiques au niveau des orteils, au niveau de l'avant-pied, qui a un hallux valgus, ben des chaussures avec fit anatomique, comme les Altra par exemple, pourraient être une option beaucoup plus intéressante que des chaussures qui confinent le pied en pointu, en fin de compte, au bout de la chaussure. Donc, il y a beaucoup de petits critères comme ça. Et l'autre point, c'est est-ce que tu veux améliorer tes performances? Est-ce que tu achètes une chaussure pour performer ou pour t'entraîner? Et là, ça va guider aussi un peu ce qu'il y en est. Pour la performance, c'est très simple. Plus la chaussure est légère, plus elle est performante, en s'assurant par contre que tu y sois minimalement adapté. Donc, tu vas décider d'avoir une chaussure ultra minimaliste pour aller faire un marathon si tu l'as jamais porté. Ça fait pas de sens. Tu vas te blesser clairement au pied, au tendon d'Achille ou au mollet. Donc, voilà. C'est un long topo, mais voilà, tu peux me préciser peut-être certaines questions. C'est un immense topo. Alors, je dirais, pour la personne justement qui pourrait venir me poser la question demain, je saurais quoi lui répondre. Mais si je prends le cas de figure, c'était un élément dont on en avait parlé avant. Si on prend mon cas de figure, 40 km par semaine, alternance course à pied, course de montagne, j'ai des chaussures, alors c'est des ASICS GT 4003. Je cours régulièrement, donc une quarantaine, voire 40-60 km par semaine. Est-ce que j'aurais intérêt à à migrer vers des chaussures minimalistes? Alors, je dirais déjà dans un premier temps, pour améliorer mes performances ou pas, si c'est possible, et ensuite dans un deuxième temps, si ça améliore mes performances ou pas, est-ce que au moins ça pourra bénéficier à mon corps, à le renforcer justement parce que j'aurai moins d'amorti, du coup mon corps devra davantage travailler pour compenser le fait que j'aurai une chaussure minimaliste? Alors, il y a plein de bonnes raisons d'aller vers des chaussures qui sont plus minimalistes.
Et je vais te prendre un exemple. Si tu avais des antécédents de blessures, exemple au tendon d'Achille, aller très graduellement vers du minimaliste est une bonne manière de le solidifier, de le rendre plus tolérant et plus robuste et moins à risque de succomber à une récidive. À l'inverse, si par exemple tu as des douleurs chroniques de longue date au niveau du genou, d'aller vers plus de minimaliste peut être pertinent aussi. D'avoir des muscles intrinsèques du pied qui sont plus solides, qui sont plus forts, ça peut être un élément d'amélioration de la performance et de prévention des blessures. Plus tu te rapproches du 70% d'indice minimaliste, donc il semble y avoir une sorte de cut-off, c'est-à-dire un seuil minimal à atteindre pour avoir une biomécanique plus protectrice, ça va avoir tendance à augmenter ta cadence du pas de course, ça va avoir tendance à faire en sorte que tu vas être moins stressant pour ton corps de façon générale. Même si en allant vers des chaussures plus minimalistes, ça peut être plus stressant pour le pied sur du court terme. Donc, il faut quand même y aller graduellement si on fait une transition. Mais quand je prends ton cas de figure, j'ai envie de te demander, mais est-ce que tu as vraiment envie de changer? Et la problématique aussi, c'est que l'industrie va t'amener à changer parce que l'industrie va te faire suivre la mode. Et même si tu rachètes exactement la même ASIC, le même profil de chaussures, ben finalement, année après année, elle change quand même. C'est-à-dire que les formes changent, la rigidité change, l'amorti va changer un peu. Donc, on a plein de facteurs qui font en sorte que voilà, je me suis un peu égaré dans mes idées, mais voilà, je sais pas si c'est un petit peu plus clair. Absolument, oui, absolument. C'est une science presque, c'est une science à part de sélectionner sa chaussure. Et c'est vrai que le fait d'avoir des évolutions systématiques, on peut pas juste se dire, bah tiens, je vais prendre le dernier modèle qui est sorti de cette chaussure-là, parce qu'effectivement, d'un modèle à l'autre, il peut y avoir un certain nombre de choses qui changent, clairement. Exact. C'est aller vers des chaussures plus minimalistes, ce n'est pas absolument une nécessité. Il n'y a pas un objectif que tout le monde devrait aller vers des chaussures minimalistes. Mais ce que je dis souvent, c'est que quand on vous a conseillé d'avoir une chaussure traditionnelle initialement, on vous a rendu dépendant d'une chaussure qui n'était pas la bonne chaussure pour vous pour avoir des biomécaniques plus protectrices, des biomécaniques qui étaient plus efficaces. Et vous êtes devenu complètement dépendant de cette chaussure. Et aujourd'hui, mes recommandations ne seront pas sur qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Elles seront sur qu'est-ce qui est le mieux pour toi aujourd'hui. Parce que changer est un risque. Changer de chaussure amène un risque de se blesser. Donc, si je veux changer de chaussure, parce que tu es pleinement adapté à un type de chaussure, si par exemple je voulais aller vers plus de minimalisme, j'ai le fardeau de la preuve de m'assurer que cette transition va être suffisamment sécuritaire et efficace pour avoir les effets que je veux avoir. Mais aller vers le minimalisme n'est pas une finalité, même si on en connaît une tonne d'avantages. Ça permet effectivement de nuancer et puis de se dire que never touch a running system, donc si effectivement ça fonctionne bien, il n'y a aucune raison de provoquer un stress et de prendre le risque de se blesser. Tu as totalement raison. Exact. Exact. Je vois que tu prêches, alors ce n'est pas un prêche au sens biblique du terme, mais je vois que tu exprime tes propos toujours avec une si grande clarté que même pour le profane que je suis, c'est extrêmement simple à comprendre. Alors j'imagine que c'est l'expérience des conférences. J'ai eu l'occasion de te rencontrer d'ailleurs pour la première fois, c'était en 2023. Est-ce que tu as prévu de continuer justement à dispenser ou alors à rendre accessibles les formations liées à la course à pied à des personnes qui sont pas forcément des professionnels du sport ou de la santé, ou c'est quand même quelque chose qui est dédié à des initiés? Non, c'est ouvert à tous. On donne des formations. Je vais en Suisse au mois de janvier prochain et en fait, je donne des formations qui sont réservées aux professionnels de la santé parce qu'ils sont sur le diagnostic. Mais on a des cours qui sont des cours pour les professionnels de la santé, mais qui sont quand même ouverts à d'autres qui ont envie de s'éduquer. Et on a un e-learning sur la chaussure de 8 heures où vous allez apprendre tout ce qui existe sur la chaussure de course et autant sur la performance, la prévention des blessures. On décortique les études et je dois le dire, les professionnels de la santé, c'est comme des coureurs, c'est pas des scientifiques. Ils veulent du digérer, ils veulent quelque chose de facile à comprendre, ils veulent quelque chose qui vient avec une histoire. Donc, ça nous arrive fréquemment d'avoir des coureurs aguerris
ont ce désir de s'éduquer, qui font des formations de la clinique du coureur sans être professionnels de la santé, comme le 1.0, comme le 1.4 qui est celui qui est le e-learning sur la chaussure, parce que finalement, ils s'y retrouvent, ils ont envie de s'éduquer à ces bonnes pratiques. Donc oui, c'est n'importe quel coureur qui aurait le désir d'apprendre sur la chaussure pourrait s'inscrire à notre e-learning directement. Et au niveau des autres dates, donc pour mes amis de la Suisse romande et de la francophonie proche, tu as parlé d'une formation en janvier 2025. Quelles sont les prochaines actualités de la clinique du coureur? Cet épisode, il devrait sortir en septembre-octobre. Donc, si on se projette sur la fin de l'année, c'est quoi les gros projets? C'est quoi la suite? Alors, au mois de mars, fin février, début mars, on va au Kenya, à Iten, et on organise des camps pour les professionnels de la santé, mais on organise aussi des camps pour les coureurs via le coaching du coureur. Et en fait, ces camps-là amènent une vingtaine de personnes qui, justement, vont habiter à Simba for Kids, c'est-à-dire la place où on parlait des jeunes qui viennent s'amuser après l'école, faire du parascolaire, qui sont nourris et qui viennent avoir beaucoup de plaisir. Humainement, c'est très intéressant d'aller à Iten puis d'aller à la rencontre du Kenyan coureur et de la Kenyenne. Donc, on organise ces camps où il y a une vingtaine de coureurs. Alors, on a un camp qui se termine avec le trail de la clinique du coureur qui sera à sa 2e édition parce qu'on a organisé en 2024, on a organisé la première. Donc, en 2025, ça sera la 2e édition. Et puis, c'est des formations et des cours qui se remplissent assez vite. J'espère qu'il y aura encore un petit peu de place quand le podcast va sortir. Mais voilà, le Kenya, c'est un gros projet. Et après ça, on en a 50 000 autres. On a des projets de toutes sortes, dont des cours avancés qui se donnent au Québec. Donc, les Européens viennent au Québec pour la suivre. On a plein de petits voyages de planifier un peu partout. L'année passée, je suis allé en Grèce, en Norvège, en France, en Suisse, en Belgique. On va aller aux États-Unis. Je suis allé au Japon. On a la Chine de planifier. On a beaucoup de développement de marché, en fin de compte, qu'on fait pour aller éduquer les professionnels de la santé et de l'entraînement et aussi les coureurs aux bonnes pratiques pour finalement qu'ils puissent peut-être moins acheter de chaussures qui servent à rien. En tout cas, le projet au Kenya, t'avais commencé à en parler avant, et il devrait y avoir justement un épisode avec Julien Lyon concernant Simba for Kids parce qu'on est en contact. Ouais. Donc, allez, si les planètes sont alignées, comme un ami à moi le dit très souvent, on se verra peut-être au Kenya l'année prochaine. Ça serait en tout cas une fabuleuse aventure de pouvoir vivre cette expérience-là de Simba for Kids. Et puis c'est vrai que ce que fait Julien Lyon dans le cadre de cet accueil parascolaire avec les jeunes, c'est juste quelque chose d'extraordinaire. Donc merci aussi à toi de faire vivre ça. Ouais, c'est très cool. Et tu sais, Julien, c'est notre coach pour le coaching du coureur au Kenya. Donc les groupes de 20 qui y vont, on a un groupe découverte qui vont avec des volumes un peu moins importants. On a un groupe qui est plus expérimenté, qui se termine avec le trail, la clinique du coureur, qui est un 25 km là-bas. D'ailleurs, on descend dans la vallée, on remonte, c'est magique, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Et c'est justement Julien Lyon qui est le coach de ces cohortes-là et qui, en fin de compte, oriente tout le monde pour vivre une expérience hors norme. Une expérience vraiment bouleversante au niveau humain, autant qu'au niveau de l'entraînement, bien évidemment, parce qu'on est en altitude à 2400 mètres. C'est comme une sorte de camp d'entraînement, mais on fait de l'éducation, on fait plein de choses qui font en sorte qu'ils rendent ces camps-là particulièrement riches. En tout cas, peut-être que je ferai partie des chanceux, mais en tout cas, effectivement, je pense que ceux qui pourront participer, ça sera une magnifique aventure. Je te remercie infiniment, Blaise, d'avoir une nouvelle fois accepté mon invitation, puis parler de la chaussure. J'ai l'impression que c'est un thème qu'on n'aura pas fini, dont on n'aura pas fini de parler avant un certain temps, mais c'est génial parce que ça permet aussi de discuter de l'évolution de ce marché qui est quand même extrêmement porteur pour les marques. Donc 50% apparemment du budget de la course à pied est dédié à la godasse. Donc effectivement, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail, et ce qui est certain, c'est que je me réjouis de voir les derniers débouchés, en tout cas les dernières nouveautés de la clinique du coureur à ce propos-là, et également au niveau de la gestion des blessures. Ouais, très cool. Merci énormément, Hugo. C'est le fun d'être avec toi encore dans ce podcast. On en refera un autre à un moment donné sur un autre sujet. Avec grand plaisir, Blaise. Allez, à très bientôt.
Salut Hugo. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'Au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.